Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche et c'est officiellement mon premier podcast. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui on va parler de minimalisme numérique avec un créateur vidéo que vous connaissez peut-être, il s'agit de Léo Duff. Alors Léo est passionné de nouvelles technologies et on va pouvoir échanger ensemble sur ses habitudes de travail et de divertissement tout en essayant de comprendre la place que prennent nos objets high-tech en 2019 et en quoi ils peuvent nous aider à être plus productifs et à être plus minimalistes. Alors si le programme vous intéresse, je vous invite à bien fixer vos AirPods sur vos oreilles et je vous dis à tout de suite. Salut Léo, comment tu vas ? Eh ben je vais très bien et toi ? Nickel, ravi de t'accueillir pour ce tout premier podcast, en quelque sorte le parrain de Dans la Poche. Oh là là, Merci. Je suis tellement honoré, merci beaucoup pour l'invitation. Alors du coup, peut-être pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Léo ? Yes, bien sûr. Alors, Léo Duff, j'ai 21 ans, je parle de technologie sur ma chaîne YouTube. Mon objectif, c'est simplement de partager ma vision de cette dernière. Donc, la plupart du temps à propos de ce que fait Apple, c'est vrai, mais c'est souvent incompris du grand public. Et pourtant, je pense que c'est révélateur de l'ensemble du marché, donc c'est pour ça que j'aime en parler. Mais je parle aussi de sujets comme les voitures autonomes, les crypto-monnaies ou encore le transhumanisme. Donc en général, c'est toutes les technologies qui t'intéressent, qui te provoquent des émotions, qui te font réagir. Et donc globalement, tu le disais, Apple. Pourquoi cette marque à la base ? Qu'est-ce qui t'a plu ou qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette marque qui est Apple ? Tout simplement parce que déjà avant d'être passionné par Apple, j'étais vraiment intéressé et intrigué par la personne qui était Steve Jobs. Tout est parti de là, donc c'est le fondateur d'Apple. Il avait une notion de design, il avait une notion de la façon dont les gens reçoivent les technologies, etc. La façon dont pensent les gens. Il avait une vision sur le marketing et c'est tout un ensemble en fait qui m'a fasciné chez cette personne-là. Et donc je me suis intéressé à la tech, je me suis intéressé à Apple, etc. Et ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose chez Apple qui est toujours dans la prise un petit peu de risque, même si les gens s'en rendent pas forcément compte, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de la communication ou que ce soit souvent au niveau des choix technologiques qui m'a tout de suite passionné. Et plus je m'intéresse à la marque et à ses choix, et plus je suis fasciné par ce qu'elle est capable de faire, parfois en mal, souvent en bien. Moi, je trouve que Apple, c'est un bon exemple du terme en fait que tu m'as dit quand on préparait un peu ce podcast, qui est le minimalisme numérique. En fait, ils font en sorte avec leurs produits qu'on ait besoin qu'uniquement de leurs produits. Tu vois, on a un iPhone dans les mains, et ils font en sorte qu'on ait uniquement besoin de ce produit-là pour tout faire. Quand les smartphones sont arrivés, on a eu d'abord l'iPhone et justement Steve Jobs avait dit dans l'iPhone, vous allez avoir un iPod, vous allez avoir votre téléphone et vous allez pouvoir avoir des applications dessus. Vous avez plein de choses, vous pouvez tout faire en un seul produit. Donc ça regroupe un petit peu ce qu'on disait. On est plus productif du coup avec un seul produit. Et du coup, c'est un peu en quelque sorte aussi du minimalisme parce qu'on rassemble tout en un seul produit et on est moins encombré. Carrément, et c'est pour ça aussi que les smartphones ont pris pas mal de valeur en fait. On dit toujours ouais c'est de plus en plus cher, mais en même temps ils font de plus en plus de choses. C'est-à-dire que quand on voit les P30 Pro avec leur zoom incroyable, quand on voit les Galaxy S10, quand on voit les Pixel 3 en capacité photo, moi j'ai toujours un réflexe, mais il y a bien des sorties où je me pose sur vraiment l'intérêt de sortir avec un appareil photo. Souvent je prends juste mon smartphone et je fais des photos formidables avec, donc forcément ils prennent en valeur, ils sont de plus en plus chers, mais nous permettent aussi de faire de plus en plus de choses. Ouais, et de plus en plus, ce que tu me disais en off aussi, c'est que tu pars souvent en voyage et tu t'encombres de moins en moins. Tu n'emmènes presque plus ton MacBook Pro finalement pour travailler. Et non, parce que j'ai rencontré la femme de ma vie, Florian. J'ai rencontré mon iPad Pro depuis quelques mois maintenant. Le temps passe si vite. Et vraiment, ça a été un coup de cœur. Et je pensais pas, parce que pendant des années, pour le coup, je suis très, très fan des produits Apple, mais pendant des années, je me suis toujours résigné en fait à avoir ne serait-ce que l'envie de prendre un iPad. C'est pas du tout un produit qui m'intéressait. Et je considérais que c'était mettre trop d'argent, surtout pour un iPad Pro, pour au final peu d'utilisation. Et en fait, je m'en sers toute la journée. Mais littéralement, il n'y a pas une journée sans que j'utilise mon iPad Pro. Je l'utilise, je pense, au moins 10 fois plus que mon MacBook. Waouh, quand même. Et en voyage, c'est une bénédiction. C'est tellement compact et c'est une machine tellement incroyable. Alors je conçois que ce soit pas fait pour tout le monde, dans la mesure où il y a plein de métiers que tu peux pas faire sur iPad. Moi, c'est le cas. Je peux pas tout faire sur mon iPad, mais je fais déjà beaucoup de choses. Ok, bon, n'en dis pas trop quand même parce que on y reviendra à cet iPad un peu plus tard dans le podcast. Avant toute chose, j'aimerais quand même que tu me dises ce qui t'a
amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire le style de vidéo que tu fais, comment est née ta chaîne YouTube? Parce que le fait que tu t'intéresses à Apple, à Steve Jobs, etc., c'est une chose, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler en vidéo, d'en faire des vidéos, d'expliquer aux gens ce que c'est et ton point de vue surtout? Alors j'ai commencé les vidéos très jeune, ce qui m'a amené c'est tout simplement l'envie qu'on a quand on est gamin de réaliser des choses. On se découvre toujours des passions à cet âge-là, j'avais à peu près 12-13 ans, quelque chose comme ça. Voilà, c'est des passions qui sont souvent, qui vont pas durer, mais nous permettre de survivre à cette période où il se passe peu de choses. Mais de base c'était sur le jeu vidéo tout simplement parce que je voyais des gens faire des vidéos sur le jeu vidéo sur internet et ça m'intriguait tout simplement, donc j'ai voulu faire la même chose, hein, mais je pense que beaucoup de gens ont commencé comme ça. Ce qui m'a fait rester, c'est la tech, la nécessité, tout simplement. J'ai commencé avec l'envie, je suis resté par nécessité quand j'ai commencé à faire de la technologie, à parler des produits Apple, etc. Parce que ça me faisait chier de voir des produits que je considérais comme étant innovants, moqués pour des raisons qui me paraissaient complètement absurdes. J'en parle souvent sur ma chaîne de la façon dont les gens reçoivent les nouvelles technologies et je trouve ça très souvent absurde. Donc j'essaie d'exprimer mon avis pour expliquer au grand public comment je vois les choses. Et depuis, voilà, je fais ça à temps plein. Si vous écoutez ce podcast et que vous ne connaissez pas encore Léo Duff, je vous invite vraiment à aller regarder son contenu et si ça vous plaît à vous abonner parce que c'est vraiment très très intéressant. Chaque vidéo, on termine la vidéo en faisant « Waouh !» Ah ouais. Merci. C'est un petit peu à chaque fois le truc en fin de vidéo, on fait « Waouh !» quand même. Il a bien bossé son sujet et ça donne une claque à chaque fois, je trouve. Donc vraiment, merci, bravo, ça me fait plaisir parce que c'est le but. Et donc du coup, toi, par rapport à ces nouvelles technologies, ta façon de l'utiliser, c'est quoi? En gros, est-ce que tu as une philosophie? Tu as uniquement des produits Apple? Est-ce que tu essayes d'autres choses? Comment tu vois les nouvelles technos? Est-ce qu'il faut forcément avoir tous les produits d'une seule et même marque ou est-ce qu'on peut un peu mixer les différents constructeurs? Est-ce qu'il faut avoir plein de produits chez soi? Est-ce qu'on peut tout rassembler en un? Comment tu vois les choses? Alors ça peut être paradoxal au vu de ma passion, mais j'essaie d'en consommer le moins possible des nouvelles technologies. Alors je reçois beaucoup de nouveaux smartphones, beaucoup d'appareils, etc. Mais j'essaie d'en avoir d'avoir le moins de matériel possible. Si je suis obligé quand même d'avoir plusieurs appareils, notamment le MacBook et l'iPad qui se complètent, j'essaie de bien délimiter leurs usages. Je sais qu'il y a certaines tâches que je vais faire sur le Mac et certaines tâches que je vais faire sur l'iPad et je m'en sors très bien comme ça. Après, moi, j'ai tout de la même marque, en fait, j'ai que des produits Apple quasiment. Le reste, c'est vraiment un bonus. Le reste, c'est vraiment un plaisir. Comme c'est un plaisir de sortir mon Pixel pour aller faire des photos, comme c'est un plaisir de tester le dernier Samsung et de me dire « Waouh, le produit est incroyable ». Mais je suis bien dans l'univers Apple, en fait. J'aime bien leur logiciel, j'aime bien la façon dont ils conçoivent les produits, etc. Donc ça m'empêche absolument pas d'apprécier les autres marques, mais je me sens vraiment plus productif dans ce système avec que des produits Apple. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun, mais moi, c'est ça comme je vois les choses. Je suis pas un amoureux du hardware, je suis un amoureux des produits qui sont faits pour fonctionner ensemble. J'aime les beaux produits, voilà. Mais je les vois quand même comme un outil. Un gros PC avec du water cooling, ça m'a jamais fait bander. Ok. Les produits que tu les utilises à la fois pour ton côté professionnel, mais aussi pour le côté personnel? Complètement. Complètement, ouais. Oui, bien sûr. Je passe même peut-être beaucoup trop de temps sur le personnel, sur mes ordinateurs. Mais à la limite, plus sur l'ordinateur que sur l'iPad, en fait. Sur l'iPad, j'ai l'impression d'être plus productif. D'accord. Dans la mesure où, je sais pas, tu rentres dans une application, t'as l'impression qu'elle te bouffe toute ton âme et que tu peux rien faire d'autre, alors que si, le multitâche existe. Mais j'ai vraiment l'impression que quand j'ouvre Medium sur mon iPad, je vais pas sortir de Medium avant un bon moment. Donc c'est pour lire des articles. Je vais lire des articles, alors que quand je suis par exemple sur Medium sur mon ordinateur, je suis à deux doigts de pouvoir ouvrir un nouvel onglet, tu sais, je le vois le plus. Je vois que je peux cliquer sur Twitter à tout moment et je suis sur un ordinateur, je ressens vraiment ce truc de je peux partir en machin à tout moment. Alors que sur l'iPad, moins, même si j'ai quelques jeux, etc. Bon, ça m'arrive d'y aller. T'es plus concentré sur une tablette parce que t'es plus enfermé, on va dire, chaque application te prend vraiment tout l'espace, alors que sur on va dire le PC, l'ordinateur portable, t'es plus distrait par les autres contenus qui peuvent être proposés. Exactement. Ok. Bon, tu m'as un petit peu devancé, du coup, on va parler des applications que tu utilises justement sur tes produits Apple. Est-ce qu'il y a des applications indispensables, alors que ce soit sur ton iPhone ou sur ton iPad, dont vraiment tu peux pas te passer, qui sont idéales pour ton boulot? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens sur tes produits?
Alors en termes d'app, j'essaie, pareil, on parle toujours de minimalisme numérique, mais j'essaie d'en avoir le moins possible. Ok. Mais malheureusement, je ressens toujours la nécessité d'en avoir beaucoup. Donc pour pallier à ça, j'ai un système de rangement un peu particulier qui étonne un peu toujours les gens, que j'avais lu dans un article Medium justement. Je te l'enverrai pour que tu le mettes en description. Je crois que tu peux faire ça sur les podcasts. Ouais. Ok, parfait. Tout à fait. Je connais un petit peu, t'as vu. Donc, Tu t'es donc renseigné. c'est un concept qui consiste tout simplement à mettre toutes les applications dans un seul dossier. Donc voilà, quand je veux utiliser une app, je vais pas chercher dans le dossier, je cherche dans Spotlight, qui est le système de recherche de l'iPhone. Ce qui fait que ça m'arrive jamais de cliquer sur une app juste parce qu'elle est là, juste parce que je l'ai vue sur l'écran d'accueil, je clique en me disant ça a l'air sympa, il y a des trucs, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Voilà, quand je vais sur une app, c'est vraiment que je la cherche, c'est dans un D'accord. but précis. Et quand je vois que j'en ai pas utilisé une depuis un moment, ça veut dire que j'en ai pas le besoin, la nécessité. Donc à ce moment-là, je la supprime. D'accord. Concernant les apps que j'ai, donc je t'en liste une petite partie, je vais pas toutes te les lister parce que je crois qu'il y en a une centaine, ça serait long. J'ai Ah oui, Pocket quand même, donc Cast. t'es pas si minimaliste que ça, finalement. Ben non, parce que je ressens toujours le besoin d'avoir, tu sais, des applications pour faire mes stories Instagram, des applications de retouche photo, des applications ne serait-ce que pour prendre l'avion. Tu sais, à chaque fois que tu veux prendre un billet d'avion, que tu veux le mettre dans Wallet, il faut l'application. Donc voilà, il y a des trucs quand même qui font que je me sens obligé d'avoir beaucoup d'applications. Donc j'en ai une centaine, mais elles sont bien rangées. Voilà. Ok. Tout dans un dossier. Ok. Je me console comme ça. Donc j'ai Pocket Cast pour écouter dans la poche, évidemment, très important. C'est un très bon choix. Voilà. J'ai Things, qui est ma to-do list, qui est mon application certainement préférée. Je crois qu'elle est disponible que pour les appareils iOS malheureusement, mais elle est incroyable cette application, elle est super bien foutue. Donc voilà, tout simplement Ok. pour m'organiser dans mes tâches, etc. Et donc ça, c'est une application payante. C'est une application payante et qui coûte Ok. un peu cher si vous la prenez sur l'iPhone et sur l'iPad et sur le Mac. Voilà, c'est des prix distincts, vous devez les acheter sur les trois. Ah oui, d'accord. Ouais, ça fait cher, hein, mais il y a une idée derrière, c'est que vraiment elles sont développées pour l'appareil en question et elles sont super bien foutues. Et donc toi, tu vois des vraies différences par rapport aux applications de tâches, on va dire, standards fournies dans les appareils ou d'autres applications gratuites qui permettent de faire ça? Bah, tout simplement, moi je suis quand même très sensible à tout ce qui est joli, tout ce qui est bien fait, tout ce qui ne m'explose pas à la gueule quand j'ouvre l'application. Et elle est hyper design dans le sens où elle est très simple, elle est très minimaliste. Ce que je déteste par-dessus tout avec les applications de to-do list, c'est que la plupart du temps, j'ai l'impression de plus passer du temps à créer des tâches, à customiser un peu mon application, qu'à vraiment faire les tâches que je viens de rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un processus de mise en place, etc. que je déteste. Là, je trouve que c'est extrêmement simple. Il y a des petits raccourcis à choper, etc. Une fois que tu as tout ça, t'as plus qu'à bosser en fait. Donc moi, c'est ce que j'aime bien avec Things, c'est qu'elle est vraiment bien fichue. Elle a été récompensée par Apple. C'est une de leurs applications préférées et je comprends totalement pourquoi, parce qu'elle est vraiment, vraiment quali. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai Bear, qui est une application de traitement de texte. Voilà, donc purement et simplement, c'est tout simple. C'est pas un système de dossier, c'est un système de hashtag pour répertorier vos notes, pour les classer. Vous ouvrez une note, c'est une page blanche. Il y a quelques fonctions pour faire des listes, etc. C'est tout con, hein, c'est juste une page blanche et terminé. Voilà, c'est là-dessus que j'écris tous mes projets, que j'écris toutes mes vidéos. D'accord, donc tu mises vraiment sur la simplicité et la facilité d'utilisation. Complètement, c'est une application qui est magnifique dans le sens où il n'y a rien, il n'y a quasiment pas d'interface et le peu qu'il y a est très efficace. Toutes les applications dont tu vas parler, Léo, je vais essayer de les lister et de les mettre dans la description du podcast si jamais vous êtes intéressé pour aller les voir. Voilà. Nickel, parfait. Ensuite, j'ai Medium, qui est tout simplement... c'est assez peu connu, Medium. Pour l'instant, j'avais l'impression que c'était le truc le plus connu du monde. En fait, Medium, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous pouvez écrire des articles sur des sujets complètement divers. Il y a de la politique, il y a de la technologie, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la technologie. Et en fait, je m'inspire beaucoup de ces articles parce que c'est écrit par des gens extrêmement intéressants, mais qui sont pas forcément des gens connus, etc. Mais souvent, il y a beaucoup de choses à aller piocher là-dedans. Je m'en inspire beaucoup, que ce soit pour ma vie, pour du développement personnel, etc. ou tout simplement pour plus du professionnel, pour écrire mes vidéos. Souvent, j'y trouve des informations qui sont hyper intéressantes. Donc, je vous invite à aller checker ce qu'il y a sur Medium parce que c'est toujours passionnant, quel que soit votre domaine. Et donc cette application-là, donc tu me l'as fait connaître il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, c'est beaucoup d'articles en anglais, il me semble. Il n'y a pas beaucoup de contenu français. Par ou alors contre, je l'ai peut-être raté, mais j'ai vu beaucoup de choses en anglais. Oh, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est beaucoup en anglais. Ouais. D'accord, ok. Donc pour tous ceux qui maîtrisent un petit peu la langue anglaise, vous allez trouver votre bonheur dans cette application. Ouais, Voilà. Complètement, très intéressant. Ensuite, pour continuer dans ceux qui comprennent bien l'anglais, Reddit, qui est un Twitter bienveillant.
Moi, je le vois comme ça. C'est vraiment, c'est une plateforme. C'est un peu complexe à comprendre parce que vraiment l'interface est assez horrible. La manière dont ça fonctionne, c'est très étrange. Disons qu'il y a des catégories, donc c'est plutôt des sujets en fait. Ce qu'on appelle des subreddits. Donc par exemple, moi, je suis abonné au sujet Apple. Tout ce que les gens disent par rapport à Apple, je vais le voir. Sauf que l'information est classée selon leur popularité. Donc s'il y a un post, ça fonctionne, c'est tout simplement des posts, qui dit hey, vous avez remarqué, dans la nouvelle version d'iOS, il y a ça de différent. Voilà, je dis n'importe quoi, les gens disent ce qu'ils veulent. S'il y a plein de gens qui l'ont liké, et ben, il va monter. Il y a un classement en fait comme ça. Ce qui fait que vous voyez que des trucs qui sont assez bienveillants, qui apportent des informations qui sont intéressantes. Et pareil, là, quel que soit le sujet, il y a des subreddits pour tout. C'est passionnant. Reddit, c'est vraiment une application que j'ai essayé de télécharger une ou deux fois et comme tu disais, elle est assez complexe. Enfin, ouais, c'est compliqué de se mettre dedans parce que c'est un peu un réseau social, mais pas très accueillant. Donc, donc on a du mal à se mettre dedans, mais c'est vrai que les informations peuvent être super intéressantes. C'est super intéressant, il y a toujours des informations, des trucs utiles, et c'est peut-être aussi parce que c'est un peu repoussant et que c'est pas hyper mainstream que ça reste très bien. Malheureusement, quand on sait tous, pour ceux qui étaient là depuis longtemps, quand Twitter est devenu le truc hyper mainstream, bah, il y avait un petit peu de tout et n'importe quoi, et maintenant ça peut être assez anxiogène. Reddit n'a pas encore connu cette période-là et j'espère qu'il ne la connaîtra jamais. On croise les doigts. Ok, donc c'est à peu près les applications les plus importantes de tes appareils, c'est ça ? Alors j'en ai d'autres, si on peut juste faire vite fait. Ouais. J'ai Pocket, qui est tout simplement une application qui me permet d'envoyer des articles que je veux lire plus tard, et ensuite je les retrouve sur l'iPad, sur le Mac ou n'importe pour les lire. Donc ça c'est pratique, c'est ma liste de lecture en gros. J'ai Tide, qui est une application de pleine conscience qui m'est très utile parce que j'ai tendance à procrastiner et surtout à pas être vraiment focus sur ce que je fais. Donc par exemple, si je veux commencer à écrire une vidéo, je vais ouvrir Tide, je vais me concentrer pendant 45 minutes, il va me mettre une petite musique relaxante et qui est censée améliorer ma productivité dans les AirPods, et vous n'êtes pas obligé d'avoir des AirPods pour l'utiliser, vous inquiétez pas, et en fait pendant 45 minutes, si je l'ai réglé, je ne pourrai pas sortir de l'application. Donc voilà, je serai obligé de continuer à faire ce que je fais, de continuer à être focus, et ces 46 minutes passées, il va me féliciter et là je pourrai utiliser mon téléphone. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu du genre à aller sur Twitter de temps en temps, à aller checker ses messages, vous ne pourrez pas. C'est vrai que c'est un problème de notre génération, j'ai envie de dire, en 2019, là, on a de plus en plus de mal à se concentrer sur des longues périodes parce qu'on est toujours absorbé par des notifications qui popent sur nos écrans, etc. Et c'est compliqué de tenir une tâche et de la faire sur une durée de, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Oui, et ce genre d'application, c'est paradoxal, mais on en a besoin pour arriver à se concentrer, quoi. Complètement, parce qu'il se passe trop de choses, parce que même si on n'a pas de notification, on a peur de louper un truc sur Twitter, peut-être qu'il s'est passé plein de choses, peut-être qu'il y a une info de ouf qui est sortie, peut-être qu'il y a machin qui m'a tweeté et je l'ai pas vu, etc. Et ça ne peut pas attendre. Et ça peut pas attendre, non, jamais de la vie. Ou alors tout simplement, je pense que c'est aussi le fait qu'on n'ait plus l'habitude d'attendre en fait pour rien. C'est-à-dire que tu veux regarder un film aujourd'hui, bah tu vas tout de suite sur Netflix, sur Prime Video, etc. Donc on n'a plus l'habitude d'attendre pour que les choses se réalisent. Donc je pense qu'on a constamment l'envie d'avoir une récompense et d'avoir sa dose de dopamine en allant sur Twitter, en allant chercher des likes sur Instagram, d'avoir une réponse immédiate, et je pense que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur un truc qui a l'air chiant. Tu vois, écrire une vidéo, ça a l'air chiant, comme ça c'est une page blanche, tu dois faire tourner ton imagination, écrire des trucs pour avoir une récompense bien plus tard quand la vidéo sortira. Donc je pense que c'est surtout cet effet-là. Ok. Donc en parlant d'écriture, très bonne transition, tu utilises une application en particulier sur ton iPad ? Oui, sur l'iPad j'utilise Notability, qui me permet de faire de l'écriture manuscrite pour faire un plan en fait, comme si j'avais une feuille. Mon iPad remplace la feuille, donc j'ai mon pencil qui est le stylet pour l'iPad, et j'écris le plan de toutes mes vidéos, et ensuite je peux le retrouver directement sur mon iPhone si je veux le lire. J'utilise aussi Nebo, qui est une application manuscrite. Donc en gros, j'écris au stylet comme si j'écrivais avec un stylo, et ça retranscrit automatiquement tout ce que j'écris, et ça le fait super bien. C'est impressionnant comme application, par texte. Ça le retranscrit directement en texte comme si je l'avais tapé au clavier, et je peux directement le copier pour l'envoyer dans une application de traitement de texte classique ou à quelqu'un. Ça me sert parce que je trouve qu'on est vachement plus concentré
sur ce qu'on écrit quand on écrit de manière manuscrite que sur un clavier. Et surtout, je passe pas mon temps à relire ce que j'ai écrit. C'est un processus tellement un peu chiant d'écrire à la main que je passe pas mon temps à relire, sinon je me dis je vais jamais finir. Donc j'avance, j'écris plein de trucs, je vais en garder le quart, mais au moins je serai concentré pendant 20-25 minutes dans mon écriture. Et donc ça, du coup, ça remplace totalement tes carnets de notes avec tes crayons, etc. Complètement. T'as jeté tout ça et tu te concentres uniquement sur ton iPad. Tu as tout ça qui est déjà classé, c'est hyper pratique finalement. Complètement, ça passe pas dans la poche, mais dans le sac ça passe très bien et j'ai toute ma vie dedans, tous mes projets, tout est dans mon iPad. Et donc au final, alors c'est pas pour rentrer dans ton intimité ou ton bureau, mais qu'est-ce qui reste chez toi finalement? Parce que si je comprends bien, tu utilises ton téléphone, ton iPad ou ton MacBook. Tu dois peut-être avoir une télé, j'imagine, mais tu regardes des contenus peut-être sur des applications telles que Netflix ou Prime Video, comme tu l'as cité tout à l'heure. Est-ce que chez toi c'est vide, ou est-ce que tu as des livres, tu as des DVD, Blu-ray ou pas du tout? Alors, comme Steve Jobs, je dors par terre. Non, c'est faux. J'ai quand même un peu de matériel. Honnêtement, j'ai pas du tout à me plaindre là-dessus. J'ai un bureau avec 2 grosses enceintes sur les côtés, avec un écran LG 27 pouces sur lequel mon Mac est branché, et il y reste depuis que j'ai l'iPad. Donc ensuite, j'ai l'iPad avec mon iPhone, les AirPods, etc. Et j'ai quand même une télé, oui, pour ma consommation de vidéos, pour tout ce qui est Netflix, tout ça, avec une Apple TV, avec une Xbox, etc. Donc voilà, j'ai quand même du matériel chez moi, hein. Peut-être plus que chez la plupart des gens, mais c'est vrai que j'essaie d'utiliser le moins d'appareils possible. Et c'est pas du tout vrai, étant donné que j'ai acheté un iPad récemment, donc oui et non, mais voilà, comme c'est ce que je te disais en fait au début de ce podcast, c'est que j'ai des appareils, je ressens la nécessité d'en avoir plusieurs, mais j'ai des usages très définis pour ces appareils, et c'est vrai que maintenant les 3/4 de ce que je fais dans la journée, je les fais sur l'iPad. Et est-ce que d'un point de vue créatif, l'iPad te sert également, ne serait-ce que pour de la retouche photo ou du montage vidéo? On sait que maintenant l'iPad Pro il est assez puissant et on peut faire des montages ou de la retouche dessus. Est-ce que toi tu t'en sers pour ça, ou est-ce que tu gardes toujours ton MacBook Pro pour faire ce genre de tâches? Alors je garde mon MacBook Pro pour l'écriture finale de mes vidéos, parce que je trouve ça plus pratique, tout simplement. Même si j'ai un clavier pour l'iPad, hein, je trouve ça plus pratique de le faire sur l'ordinateur. Donc sur mon iPad je prends surtout des notes, je fais jamais d'écriture finale. Comme ça là je suis bien au bureau, sur le Mac, etc. Et je fais les montages de mes vidéos. Parce que je me vois pas les faire sur l'iPad, parce que c'est un peu complexe, parce que j'ai pas mes transitions, parce qu'il n'y a pas Final Cut, parce que je trouve qu'une souris et un clavier, ça reste bien plus pratique que le tactile pour ce genre de tâches. D'accord. J'ai besoin de mes raccourcis clavier, etc. Je trouve que c'est plus simple. L'iPad, pour moi, une tablette ne peut pas remplacer cet usage. Mais par contre, oui, carrément, tout ce qui est retouche photo, etc., ça fait bien longtemps que je suis pas allé sur Lightroom sur le Mac pour faire des retouches photo. Maintenant, je plug directement ma carte avec mon adaptateur USB-C sur l'iPad et je fais ma retouche depuis l'iPad. Et donc tu penses que la tablette n'est pas encore prête à être utilisée pour du montage vidéo, ou elle ne le sera jamais? C'est compliqué, c'est une bonne question, c'est compliqué. En fait, ça dépend de quel montage vidéo tu parles. Tu vois, si je veux faire une story, donc un montage très simple pour Instagram, ou vraiment du montage très très basique pour YouTube, je peux le faire sur mon iPad, parce qu'il y a des applications comme LumaFusion, que je crois que tu utilises un petit peu, des applications qui existent et qui sont hyper bien fichues. Je pense juste que sans clavier, sans souris, un montage qui est un minimum complexe, c'est compliqué, à mon avis, sur une tablette. C'est mon avis, hein, mais c'est très très compliqué sur une tablette. Peut-être que dans l'avenir, ils trouveront des moyens de corriger ce problème, mais quand tu passes des heures sur un montage, avec du tactile, à mon avis, c'est fastidieux. Mais est-ce que si Apple sort un Final Cut Pro version iPad adapté, avec toute l'ergonomie et le savoir qu'on leur connaît, est-ce que tu penses qu'ils arriveront à te faire changer d'avis un jour, ou pas? Parce que c'est vrai que ça restera du coup le stylet et l'écran tactile, mais si tout est étudié pour... est-ce que ça peut pas devenir intéressant, même pour du montage plus complexe, avec plusieurs pistes, etc. Oui, c'est possible. Et puis en plus, il y a aussi le clavier qui supporte les raccourcis clavier. Il y a des raccourcis clavier sur l'iPad, donc c'est possible de faire quelque chose. Je leur souhaite bonne chance, parce qu'à mon avis, c'est un redesign complet du logiciel de montage qu'il faut faire. Et j'ai vraiment aucune idée de comment ils pourraient faire. Mais c'est envisageable, hein, c'est totalement possible. Je me suis pas assez penché sur la question pour me dire peut-être qu'un jour Apple va me présenter ça et ça va être fou, ou une autre marque, hein, ce sera certainement une autre marque de ce côté-là. Je sais pas, je peux pas te dire.
Bon, on a parlé des applications, Léo. Il y en a déjà pas mal qui ont été citées, donc je pense que vous êtes servi pour ceux qui écoutent. Vous allez avoir pas mal de liens dans la description de ce podcast. On enchaîne avec les services. Alors, ce que j'appelle service, c'est par exemple tout ce qui est Netflix, Spotify, Apple Music, etc. Qu'est-ce que toi, tu utilises? Est-ce que tu en as plein ou est-ce que tu en as un pour chaque usage? Alors j'en ai trop, malheureusement ça coûte cher tout ça, j'essaie de réduire. Et j'ai pas mal réduit dernièrement. Je vais te citer quand même les principaux, il y en a qui sont pas vraiment intéressants. Ça va aller très vite parce que vous les connaissez. C'est Spotify, Netflix, Amazon Prime, iCloud et Google Drive, parce que il y a plein de trucs que j'aime pas avoir sur mon ordinateur. Je considère que même quand c'est sur mon ordinateur dans un dossier, ça reste une présence physique, je le vois, donc je les mets dans le cloud pour pas les avoir directement sur mon ordinateur, et aussi pour pouvoir y accéder depuis n'importe où. Medium, parce que sur Medium, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur Medium il y a un système d'abonnement, donc sans l'abonnement il y a certains articles que vous pouvez pas lire. NordVPN, tout simplement pour une question de sécurité et pour accéder à Netflix en France si je pars je ne sais où, faut pas le dire ça, et Molotov TV pour accéder à la télé française depuis partout en Europe et pour enregistrer. Par exemple, si vous ratez Faites entrer l'accusé, vous pouvez enregistrer Faites entrer l'accusé, donc ça c'est cool. Voilà, c'est les principaux services que je paye. Et donc ouais, c'est vrai que ça, à chaque fois, il faut préciser que c'est des abonnements payants tous les mois et que ça peut, au final, si on accumule tout ça, ça peut faire une belle somme d'argent tous les mois à débourser pour des abonnements. Alors après, il faut voir aussi l'intérêt si on les regarde très régulièrement ou pas du tout. Il faut faire un choix. Complètement, tout ce que je viens de te dire là, c'est vraiment des trucs que j'utilise quasiment quotidiennement. Donc j'ai fait un tri récemment de choses qui étaient pas nécessaires. Mais tout ça, ça m'est nécessaire au quotidien ou alors pratique, tu vois, tout simplement. Netflix, c'est pas forcément nécessaire, mais je considère que j'en ai besoin quand même. Ouais, mais c'est vrai que Netflix, on peut considérer ça vraiment comme du divertissement pur et dur, mais quand on travaille dans la création de contenu vidéo, ça peut être aussi une belle source d'inspiration parce qu'il y a tellement de programmes, de séries, de films ou de documentaires, ça peut vraiment nous aider à travailler sur des prochaines vidéos. Peut-être que toi, des programmes Netflix t'ont inspiré. Je pense peut-être à Black Mirror ou d'autres séries comme ça peut te donner des idées, quoi. Complètement, Black Mirror, et puis il y a des reportages très intéressants sur Netflix. Il y a AlphaGo, que je vous conseille de voir, sur l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde du jeu de Go. Des reportages comme ça, c'est passionnant et c'est très inspirant et ça me permet de me documenter aussi. Donc c'est vrai que je voyais pas ce côté-là, mais complètement. En termes de services, je pense que c'est à peu près tout. Alors après, si on veut revenir un petit peu plus sur les services de cloud, toi, donc t'as pas de disque dur, tu n'as pas de disque dur chez toi à proprement parler, c'est que du cloud? J'ai un disque dur qui n'est pas connecté. J'ai un disque dur sur lequel je mets mes vidéos et quelques fichiers, quelques dossiers que j'aurais peur de perdre, mais honnêtement il y en a peu. Il y a vraiment peu de choses numériques que j'aurais peur de perdre. Enfin, en tout cas, je parle de fichiers, de vidéos, d'images, etc. Mais il y en a quelques-unes que je mets, notamment toutes mes vidéos, sur un disque dur, mais j'essaie d'avoir le moins de choses possible. Ouais. Ok, on a fait un tour des services que tu utilises. Est-ce que tu as des logiciels en particulier que tu utilises régulièrement sur ton MacBook Pro, par exemple? Ton logiciel de montage, typiquement, j'imagine que c'est Final Cut? Final Cut Pro, évidemment, ça va être un petit peu Apple centré, ce que je vais dire, puisque tout va être disponible, je pense, uniquement sur Mac. Donc désolé. Donc oui, Final Cut Pro pour le montage. Tout simplement parce que j'ai pas commencé avec Final Cut Pro, pardon, j'ai commencé avec iMovie puis avec Sony Vegas Pro, donc voilà, je reviens de loin. Oui, mais ensuite, quand je suis arrivé sur Mac, j'ai adoré la façon dont fonctionnait Final Cut Pro parce que je fais pas des montages qui sont extrêmement complexes, ça reste assez simple mes montages, et je trouve que c'est une interface qui est jolie, tout simplement. Souvent c'est mon argument, hein, il faut s'y faire. Souvent mon argument c'est simplement que c'est joli et je trouve que c'est bien fait. C'est un iMovie professionnel. Ils ont réussi à professionnaliser le truc sans faire une interface qui est hyper complexe et qui est incompréhensible. Donc tout simplement j'aime bien la façon dont ça fonctionne. T'as d'autres logiciels importants ou depuis ça s'est transformé en application au fur et à mesure? Alors ça se transforme de plus en plus en application, mais j'ai quelques apps dont je vais te faire la liste quand même qui sont intéressantes à avoir sur macOS. Alfred, il y a tout un tas de fonctions Alfred, ce serait trop compliqué de toutes les présenter, mais il y en a une dont je me sers particulièrement, c'est tout simplement de mettre des textes en favoris. Donc ça peut être un lien, ça peut être une adresse, ça peut être tout un message complet, ça peut être n'importe quoi. En gros, en 2 clics, juste en faisant Alt espace et je recherche ma note, je la copie et je peux la coller n'importe où. Donc par exemple, je sais pas si c'est ton IBAN que tu as l'habitude d'envoyer, tout simplement je vais faire Alt espace IBAN, entrée, et ensuite je vais pouvoir te l'envoyer directement, sans aller chercher dans une note ou quoi que ce soit. Ça c'est ultra pratique. Ensuite j'ai Bartender, qui est tout simplement une application qui va permettre de masquer toutes ces petites icônes que tu as en haut à droite de ton Mac
Oui, quand les tout à applications fait. Je les vois, elles ouvertes. sont devant moi, j'en ai plein. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Et bah Ah oui. Pathfinder, ça va te permettre de toutes les compresser dans une seule icône. Et ça fait vraiment le rangement, et ça, c'est incroyable. Ensuite, j'ai Hide Me, qui permet tout simplement, en un double clic sur le bureau, de masquer tous les fichiers qui sont sur le bureau. Et en un double clic, ça les réaffiche. Voilà, donc on est toujours dans ce truc de minimalisme complet. Ensuite, j'ai Night Owl. En gros, ça passe automatiquement mon Mac en mode sombre le soir. En plus, c'est rigolo parce que ça fait un petit bruit de chouette quand ça le fait. Et ça le passe en mode jour le matin. Ça, c'est juste que c'est une fonction qui devrait être intégrée au Mac, mais ça l'est pas. Donc voilà. J'ai Piper qui ajoute un bouton sous tous les lecteurs, que ce soit YouTube, Twitch, etc., pour les mettre en picture in picture. Voilà, comme ça, j'ai pas à rester sur la page. C'est pratique. Je peux la caler directement en bas à droite de mon écran ou en haut à gauche, on s'en fout. Ça, c'est cool. Ensuite, j'ai Veer qui comble une autre lacune de macOS, c'est la gestion des fenêtres. C'est horrible, la gestion des fenêtres, alors que sur Windows, c'est bien foutu. Donc tout simplement, j'ai une combinaison de touches qui me permet, en cliquant sur la touche gauche, par exemple, plus ma combinaison, enfin sur la flèche de gauche, ça va mettre ma page à gauche, ou à droite, ou dans le coin en bas à droite. Donc voilà, ça c'est super pratique. Et j'en ai une dernière qui est indispensable pour moi, c'est Hocus Focus. En gros, quand j'ai ouvert une app, mais que je l'utilise pas depuis un temps, que je peux personnaliser, ça la masque. Voilà, il y a une touche, il y a une combinaison de touches sur Mac qui est commande H, qui ne ferme pas une application, mais qui la minimise, en gros, qui la réduit. Là, ça le fait automatiquement. Dès que j'utilise plus une application pendant un certain temps, ça la masque automatiquement, elle est plus dans mon champ de vision. Voilà, c'est les applications qui me sont un peu indispensables sur mon Mac. Ok, bah écoute, c'est super intéressant. Il y en a la plupart que je ne connaissais pas, donc en même temps, Parfait. ça m'en fait découvrir, c'est génial. On voit au fur et à mesure dans toutes les explications que tu donnes que à chaque fois, bon, tu as quand même au final beaucoup de choses qui s'accumulent, des applications, des services, des logiciels, mais à chaque fois, leur objectif, c'est d'enlever des distractions ou d'améliorer, on va dire, ta productivité dans les tâches qu'elles vont te permettre de faire. Et ça, c'est super intéressant parce que en fait, c'est une sélection du meilleur pour t'aider à travailler ou à te divertir, mais de la meilleure façon possible, en fait. Je trouve ça super intéressant. Au-delà de, alors il y a tout cet aspect productivité que je vois évidemment, mais au-delà de ça même, il y a cette envie d'épurer les choses qui est là depuis justement que j'ai découvert un petit peu le travail de Steve Jobs, depuis que j'ai compris comment il voyait les choses, etc., qu'il explique que c'est son père qui lui a donné cette notion du design, qu'il faut que tout soit bien fait, tout ça. Il y a cette notion-là que je supporte pas voir du surplus en fait. Pour te donner un exemple tout simple, récemment il y a Apple qui a rendu possible le fait de graver son nom ou ce qu'on veut sur les AirPods. Je déteste ce genre de choses parce que j'aime bien quand les choses restent très minimalistes, quand il y a le moins de texte, le moins d'icônes visibles sur mon Mac, etc. J'aime que les choses soient épurées, donc il y a aussi cette volonté-là. Ouais, après ça devient aussi de la dépersonnalisation dans ce cas-là. Oui. La proposition d'Apple, c'était de personnaliser ses AirPods pour pas les perdre, pour pas les confondre, parce que vraiment, il y a rien, il y a même pas de fond d'écran pour les distinguer les uns des autres, contrairement à un iPhone par exemple. Et donc là, ils permettent de les personnaliser, mais ça, c'est ce que tu n'aimes pas en fait. Bah, c'est aussi pour ça que je suis sur iOS et pas sur Android, c'est que la personnalisation, ça m'intéresse pas spécialement. Voilà, j'aime bien que les choses soient juste bien faites et que quand j'achète le produit, terminé. Tu vois, le produit il a été fait comme ça veut dire qu'ils ont cru, pour eux, c'est la meilleure solution. C'est ce que j'aime aussi chez iOS, c'est qu'ils ont travaillé le truc. C'est pas pour que j'aille installer derrière un thème qui va pas fonctionner avec toutes mes applications, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce truc-là, c'est à eux de faire le travail. Moi, j'ai pas à rajouter ma sauce derrière. Ok. J'espère qu'en tout cas, au niveau de toutes les applications, tous les services et logiciels que Léo vous a donnés, que vous en avez découvert beaucoup et que vous allez être curieux d'aller les essayer juste après. Est-ce que, pour terminer, Léo, est-ce que tu fais une vraie différence dans ta vie numérique, on va dire, entre tes projets pro, tes vidéos et le côté perso, les réseaux sociaux, je sais pas, la façon dont tu gères tes médias, tes films, etc., tes photos, comment tu gères, comment tu fais ça ? Est-ce que tu as différents appareils ou est-ce que tu mets tout sur un seul appareil et c'est séparé dans des applications ? Comment ça marche ? C'est très difficile. C'est difficile parce que ma vie pro ressemble étrangement à ma vie perso. C'est-à-dire que je fais ce dont j'ai toujours rêvé en fait. Quand j'étais gamin, j'avais envie que tout ce que je faisais, ce soit mon métier, même si à l'époque ça n'existait même pas encore vraiment comme métier. Tout est sur le même appareil déjà. En fait c'est difficile si tu veux parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment je faisais plus la différence entre parler à d'illustres inconnus sur Twitter
et discuter avec un pote sur Messenger, tu vois. Étant donné que j'ai pas des comptes qui sont privés, j'ai pas de compte Instagram privé, j'ai pas de compte Twitter privé, etc. Tout est au même endroit et du coup je fais plus du tout les distinctions entre les choses, entre les gens, tout ça. Et au bout d'un moment tu parles avec tellement de gens dans la journée que si toi on vient à parler par message, je vais pas spécialement trouver ça divertissant en fait, tu vois. Et pourtant tu es une personne divertissante, Florian, tu vois. Je te remercie, Léo, je te remercie. Ouais, c'est tout con, mais il y a ce truc un petit peu quand même oppressant sur Internet. Donc maintenant, il y a des trucs que je me refuse de faire. Avec le temps, j'ai appris à plus me livrer, par exemple, autant qu'avant sur les réseaux, que ce soit dans un but perso ou professionnel, à essayer de maintenir une ligne éditoriale sur Twitter, même si j'aurais jamais cru dire ça, parce que j'ai plus le droit de partir dans tous les sens, juste pour ma santé mentale, en fait. C'est tout con, mais il suffit de parler d'autre chose pour avoir des remarques. Tu vois, la dernière fois, je répondais à un tweet concernant le foot, qui est une autre de mes passions, et j'ai eu le droit à un mec qui m'a dit « Ah, reste dans la tech ». Et tu vois, il s'est pas isolé, ça arrive tout le temps. C'est stupide comme réflexion, je vais pas m'interdire de vivre pour ça, mais j'ai appris à faire en sorte que ma vie perso soit le moins numérique possible en fait. C'est-à-dire que tout ce que je fais sur Internet aujourd'hui, c'est principalement pour ma vie professionnelle, c'est principalement pour créer du contenu, c'est principalement pour faire avancer mon personnage entre guillemets, même si ça reste moi. Mais t'es obligé au bout d'un moment et pas forcément pour des gens qui ont une communauté ou quoi. Je pense qu'au bout d'un moment t'es obligé d'essayer de faire la part des choses et de vivre des expériences dans la vie. Donc je vois des potes en vrai, j'ai pas de compte Twitter, Instagram, Snapchat privé, etc. J'essaie de consacrer ce que je fais vraiment sur Internet à mon travail. Et le reste, c'est du perso, mais ça sort d'Internet. C'est vraiment aller voir des gens, etc. Donc je suis plus heureux comme ça. C'est vrai que de plus en plus, Internet se mélange à notre vie, on va dire, réelle et pas que virtuelle. Et on a du mal à faire la séparation entre les deux et tout se mélange. Et parfois c'est perturbant parce que on va plus parler et interagir avec des gens qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux, comme tu disais, plutôt que d'envoyer des messages privés à nos amis, à notre famille. Et ça c'est assez délicat parce qu'on n'a plus le même plaisir ou la même envie d'envoyer des messages à des proches. Parce qu'on a passé toute notre journée à faire ça pour le travail, sur les réseaux sociaux, avec des gens, avec par exemple pour toi, ta communauté. Et c'est assez difficile. Donc c'est bien aussi de s'éloigner volontairement parfois dans le côté perso de la tech pour mieux apprécier ensuite les interactions humaines avec nos amis, quoi. Ouais, je pense qu'il faut s'éloigner de cette hyper connexion. On l'est de plus en plus et je pense qu'il faut essayer, mais je le dis en tant que fan de technologie, hein, mais il faut essayer de sortir un petit peu de tout ça parce que c'est dangereux et pas forcément si vous avez une communauté, je le répète, ou quoi que ce soit, hein, ça peut être dangereux de tout le temps être sur Twitter, de tout le temps voir des gens se battre parce que les gens se battent, sauf sur Reddit, allez sur Reddit. Donc je pense qu'il faut essayer de sortir de ça et voir les gens en vrai et pas avoir que des potes qui sont dans l'ordinateur que vous verrez peut-être jamais, même si ça peut créer de superbes relations. Je dis pas, j'ai plein de preuves de ça dans ma vie, mais il faut essayer de sortir un petit peu de tout ça. Ça sera le mot de la fin, Léo ? Bah écoute, ça me semble plutôt bien comme mot de la fin. C'est pas très optimiste, mais ça me semble très bien. C'est un bon résumé quand même. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet, mais il faut aussi faire attention et garder cette part de liberté qu'on peut avoir et toutes les interactions humaines qui sont aussi hyper importantes. Donc voilà, mais en tout cas c'était très très intéressant d'avoir ton utilisation des nouvelles techno et de tous tes produits dans ce podcast. Merci beaucoup d'y avoir participé, Léo. Eh ben écoute, ça a été un plaisir, j'étais très content d'être le premier intervenant de ce podcast dont j'aime beaucoup le propos, donc merci à toi et merci à nos auditeurs. Je vous conseille vraiment à tous d'aller sur la chaîne de Léo et de regarder ses vidéos, c'est vraiment très très intéressant. En attendant, j'espère aussi que ce premier podcast vous a plu. Je vais essayer de vous en proposer régulièrement, je vous promets rien pour l'instant parce que c'est vraiment le démarrage et j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas et a priori c'est très important et mettez une note au podcast pour le référencer s'il vous a plu. Alors 5 étoiles c'est le top du top évidemment, hein. Et n'hésitez pas à laisser des avis si le concept et la thématique vous intéressent. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner, donc que ce soit sur Apple Podcast, sur même Google Podcast, sur Spotify, il est disponible également. Il y a plein de plateformes de podcast sur lesquelles Dans la Poche est disponible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Et voilà, écoute, je crois que ce premier podcast est terminé. Encore merci Léo et je vous dis à très vite.